Mesdames et messieurs, bonsoir. Mardi 30 octobre 2018, un autre numéro du Grand Rendez-vous qui s'installe ainsi. C'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs. Quel temps fera-t-il demain? Découvrons-le ensemble à travers la météo. Voilà, bonsoir aux populations de Kéru à nouveau. Bonsoir à vous, mesdames et messieurs. Trois rubriques au menu ce soir, je vais y arriver. La journée mondiale des accidents vasculo-cérébraux AVC, c'était hier. On y revient dans Nature et Bien-être avec Heureuse Danondé et son invité. Zoom sur la migration, la série se poursuit sur Autant Savoir qui reçoit pour vous un sociodémographe sur le sujet. La rubrique Expert de ce jour reçoit un maître judo pour nous parler de cette discipline sportive, ce que rapporte la pratique de ce sport au Bénin. Vous allez le découvrir dans un instant. Le grand rendez-vous, c'est aussi le journal. Amandine Agnan-Borsou nous revient encore ce soir. Bonsoir Amandine. Bonsoir à vous Agnat Bello. C'est un plaisir de vous retrouver. Nous vous laissons pour la présentation des titres. Dans le 19h45 ce soir, nous parlerons du brevet, un outil indispensable pour sécuriser les inventions. Mais le processus pour l'obtenir paraît périlleux aux yeux des inventeurs béninois. Au Cotonou, la lagune agressée, c'est le titre d'un film documentaire réalisé par Apollinaire Aïvodji. Il fait un zoom sur la souffrance de la lagune de Cotonou. Et puis, des organisations non gouvernementales s'engagent pour l'éradication totale de la poliomyélite. Elles ont lancé une campagne de sensibilisation à cet effet à Cotonou. Merci à vous, Amandine Agnan-Borsou. On vous retrouve à 19h45 pour le journal. Mais en attendant, place au premier plateau du grand rendez-vous. À présent, Autant Savoir. Migration et démographie, l'Afrique entre le marteau et l'enclume. On en parle après avoir suivi ce reportage de Karamata Gbatao. Tout doucement mais sûrement, les panafricaines gagnent du terrain. Cette initiative, soutenue par le groupe 2M, voit ainsi le bien fondé de son credo. Le slogan de notre chaîne, c'est « 2M nous rassemble ». Nous avions choisi ce slogan parce qu'il exprime la capacité de la chaîne à rassembler les familles autour de nos programmes. Mais aujourd'hui, ce slogan prend une autre dimension, celui d'une institution, d'un média qui rassemble la famille des journalistes africaines au Maroc. Rassemblées, oui, mais les panafricaines, dans leur plan d'action, se serrent les coudes pour définitivement bannir cette image négative du migrant africain. La migration africaine est d'abord intra-africaine. 4 migrants africains sur 5 restent sur le continent. Donc c'est un phénomène historique qui s'est développé, mais nous sommes d'abord face à un phénomène strictement africain, fondamentalement africain, contrairement à une idée qui est développée par certains médias du Nord
comme si tout le continent africain voulait envahir l'Europe. Il est important de préciser que sur l'aspect économique, le migrant représente une plus-value non négligeable. Rares sont les politiques à reconnaître que l'immigration a contribué à 42% de la croissance de la population en Amérique du Nord, par exemple, entre 2000 et 2015. L'heure est aux actions urgentes. Il faut que chaque pays africain accepte de devenir une terre de destination, pas simplement de départ ou de transit. Donc il faut une politique nationale au niveau de chaque pays africain, une politique conforme aux droits de l'homme pour accueillir les immigrés. Deuxièmement, il faut accélérer les politiques qui sont en train d'être mises en place au niveau des communautés économiques régionales. Il y a de bonnes choses qui sont en train d'être développées avec difficulté, mais il y a, disons, le fait de réduire les visas, de permettre la circulation et la mobilité des Africains. Et il faut agir au niveau de l'Afrique. Il ne reste qu'aux panafricaines elles-mêmes de passer à l'action. Nous devons occuper notre place, aborder ces questions-là, fouiller, faire des enquêtes, aller jusqu'au tréfonds de ce qui se passe sur notre continent et ne plus laisser de l'espace à la digression, à d'autres personnes qui viennent passer 2-3 jours sans vraiment savoir ce qui se passe sur le continent pour en parler et arrêter également, nous devons arrêter de porter ces informations qui ne nous ressemblent pas. Des travaux en atelier ont démarré avec pour contenu différents contours de la problématique sur la migration. Des activités qui déboucheront sur une feuille de route les mois prochains. Voilà, merci à vous, Karamata Aguatao, pour ce sujet. Retour donc au plateau avec notre invité Hervé Combieni. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, vous êtes spécialiste des questions de population et dynamiques urbaines. Oui, merci. Voilà, on vient de suivre ce reportage de Karamata Aguatao qui nous présente un autre visage de la migration, une migration africaine, évidemment. Quel est votre avis à vous, en tant que démographe, sur cette question? Merci beaucoup, madame. Merci pour l'invitation. La migration étant le déplacement d'un individu d'un milieu vers un autre, notamment pour s'y installer, il faut reconnaître que le peuplement humain aujourd'hui est le résultat de la migration. C'est aussi la résultante de la migration. Ce qui signifie que, en principe, c'est parce que des gens ont pris le temps de circuler un peu partout que nous avons des personnes un peu partout. Puisque vous savez très bien que l'origine de l'homme est en Afrique et c'est à partir de la migration que l'homme a peuplé tous les autres continents. Alors, il faut, partant de là... Ça, c'est d'un point de vue historique. Oui, merci pour partant de là, il faut comprendre que on ne devrait pas empêcher les gens de circuler. Et la migration étant, premièrement, volontaire, elle amène des populations à s'établir à des endroits donnés pour subvenir à leurs besoins et développer aussi les milieux dans lesquels ils sont. D'accord, mais il faut dire que cela pose, qu'on le veuille ou pas, que ce soit un impact. L'impact peut être positif comme il peut être négatif, autant pour le pays de provenance du migrant que pour le pays d'accueil. Oui, bien sûr, le pays de départ du migrant note une absence de celui-ci, mais il y a toujours des retours en termes d'investissement pour contribuer au développement local. C'est pourquoi, dans le départ, on espère que l'individu, bien que ce soit dans l'incertitude, puisse gagner quelques revenus et qu'il réinvestisse pour l'amélioration des conditions de vie de son milieu et de ses parents aussi. Alors, quand on parle souvent de migration, on s'appesantit beaucoup plus sur ces migrants-là qui quittent l'Afrique pour d'autres continents. Oui. On oublie souvent qu'il y a aussi la migration interne au sein de l'Afrique. Il y a des Africains, des Béninois qui quittent peut-être le Bénin pour d'autres pays. Pour vous, est-ce que cette migration est beaucoup plus importante que l'autre? Ah oui, bien sûr, madame. Il faut reconnaître que entre 1950 et 2010, selon les moods dans le dessous des cartes, en 2010, c'est seulement 3% des personnes qui migrent, notamment au-delà, qui vivent au-delà de leur maison. Cela signifie que lorsque vous apprenez que les gens ont bougé, ce n'est que 3% des personnes qui bougent. De façon plus globale et en étant un peu plus collé à votre préoccupation, c'est seulement parmi les Africains qui migrent, leur migration est beaucoup plus à l'interne et plus de 90% des migrations se font dans les pays et en Afrique. Donc très peu de personnes sortent notamment de l'Afrique pour aller vers l'extérieur. Malheureusement,
on en rencontre beaucoup plus dont les migrations sont médiatisées à partir de ceux-là qui passent par l'Atlantique et qui périssent dans l'océan et dont la migration est ventilée parce que ça paraît négatif. Malheureusement, ce n'est pas le cas, c'est seulement très peu de personnes. Et nous notons aussi le fait que nous, Africains, nous ne faisons pas beaucoup plus la publicité de nos parents qui vont à l'extérieur et qui réinvestissent chez nous, alors que bien sûr, il est connu que la plupart des migrants qui vont au-delà de l'Afrique et même à l'intérieur de l'Afrique ont un revenu supérieur à l'aide publique au développement qui réinvestissent dans leur pays. Malheureusement, les gens n'en parlent pas, ils préfèrent montrer les faces noires de l'Afrique et du comportement des Africains en matière de migration. Et c'est pourquoi, quand Sarkozy est venu au pouvoir, pour ce qui concerne la France, ils ont parlé de migration choisie pour freiner la migration. Alors que pendant longtemps, on a noté au XIVe siècle la migration des Européens vers l'Afrique, parce que l'Afrique était prospère en ce moment. Mais le contraire n'est pas accepté aujourd'hui. D'accord. Mais bon, quand on parle de migration choisie, l'Afrique aussi peut choisir son immigration. Oui, bien sûr, l'Afrique peut choisir son immigration, mais nous sommes à une situation, à une position de donneur et de receveur, ce qui fait que c'est difficile de voir, par exemple, un Européen en train de circuler au Bénin ou dans un pays d'Afrique et de lui demander tous les papiers, alors que le contraire est régulier. Quand vous êtes de peau noire en Europe, on vous demande régulièrement les papiers, mais le contraire ne se fait pas automatiquement lorsqu'il s'agit des pays d'Afrique. D'accord. Quel est votre avis en tant que sociodémographe? Est-ce que le sociodémographe qui est en vous, justement, il est pour ces barrières-là, il est pour limiter la mobilité, que ce soit au sein du continent qu'à l'extérieur? Alors, il ne faut pas prendre la préoccupation de façon tranchée. Il faut comprendre que toute personne qui migre a besoin qu'est-ce qui fait bouger justement? Qu'est-ce qui oblige un citoyen, un sédentaire à se dire, bon, maintenant il faut que j'y aille? Alors vous parlez là des mobiles pour lesquels les gens circulent. Nous avons deux mobiles de façon beaucoup plus grande. Nous avons les mobiles économiques, les migrants de travail, les migrants pour améliorer les conditions de vie, et les migrants d'études, comme dans les mobiles économiques. Et nous avons les migrations du fait de la contrainte, les persécutions, les mauvaises politiques dans des États, etc., etc. Mais de plus en plus, ce que nous remarquons, c'est que les pays africains, les dirigeants des pays africains ont de mauvaises politiques en matière d'emploi et qui obligent les jeunes à quitter le territoire pour aller chercher le mieux-être ailleurs. Alors, c'est faute d'emploi que beaucoup d'Africains décident de quitter leur pays, peut-être vers un autre pays ou vers un autre continent. Vous avez, au-delà de l'emploi qui est recherché, vous avez aussi les conditions en matière de travail, en matière d'études, qui ne sont pas les bonnes et les gens sont obligés de partir pour aller trouver mieux. Et c'est pourquoi... Et cela est au détriment du pays de départ? Est-ce que cela est finalement un apport pour le pays d'accueil? Finalement, le migrant qui bouge, qu'est-ce qu'il apporte? Le migrant qui bouge, il travaille pour avoir un certain nombre de revenus et il a toujours tendance à réinvestir dans son pays. Vous allez remarquer que parfois, vous voyez, dans des milieux où on dit cette adduction d'eau villageoise a été réalisée par la diaspora de telle localité. Vous avez remarqué qu'on dit qu'on a construit des résidences universitaires pour les ressortissants de telle université. C'est souvent la diaspora qui en investit. L'exemple est beaucoup plus structuré dans les pays comme le Mali et le Sénégal, où ils sont bien organisés en matière de migration et le réinvestissement est très rapide. Et visible. Ça fait qu'on est... Chez nous, c'est aussi légèrement visible, mais ce n'est pas détaillé parce que les flux de migrants qui envoient les revenus, ça ne passe pas nécessairement par les banques. Ça passe par les personnes qui voyagent, à qui on confie de l'argent. Donc, ça fait que ce n'est pas tellement visible. Alors, de tout temps, on a toujours déploré cette position de l'Afrique qui est presque entre le marteau et l'enclume. Quand on parle de migration et de démographie, quelle pourrait être la réponse et la riposte des dirigeants? Les dirigeants africains ont beaucoup de difficultés à adopter une politique en matière de migration. Parce que les migrants, lorsqu'ils quittent les pays d'Afrique et vont dans d'autres pays d'Afrique, ils ne passent pas nécessairement les voies officielles. Mais quand il s'agit d'aller vers l'Europe, on n'a pas le choix. Parce que soit ce n'est pas le bateau, soit ce n'est pas l'avion. Donc les frontières sont bien connues. On vous reçoit et on vous met dans des conditions qu'il faut. Ça fait que vous êtes enregistré
et on connaît votre parcours. On sait même pourquoi vous bougez. On sait pourquoi vous bougez. Donc, ça fait que les Africains ont un peu de difficultés. Là où les dirigeants africains ont beaucoup de difficultés aujourd'hui, c'est que on remarque que c'est beaucoup d'Africains qui vont aujourd'hui en Europe en passant par les pays du Maghreb, et on remarque sur les chaînes de télévision, bien sûr, les effets négatifs de cette migration. Ça les met très mal à l'aise. Leur politique actuellement, c'est de s'unir et de peut-être échanger avec les pays de destination dans lesquels les Africains vont pour voir dans quelle mesure ne plus sans doute les persécuter, leur permettre de séjourner pendant un temps et peut-être de leur faire une réorientation par rapport à leurs besoins réels. D'accord. Revenons un peu en Afrique pour dire que la situation d'un pays à un autre évolue. Oui. Alors, le migrant qui quitte peut-être son pays pour aller ailleurs va régler peut-être le problème, des problèmes causés dans un autre pays. Est-ce que cette forme de migration choisie en Afrique ne va pas rendre l'Afrique beaucoup plus forte? Bon, c'est bien possible parce que, tel que vous l'avez décrit, si éventuellement il y a une activité qui n'est pas faite par les autochtones, le migrant peut effectivement s'en occuper et puis peut en tirer beaucoup de profit. Mais c'est que les bras valides ont toujours été importants pour leur localité. Donc, en aucun cas, il n'est souhaité pour quelqu'un de quitter lorsque ce n'est pas une obligation. Vous mettez quoi dans obligation? Une obligation. Une contrainte. Une contrainte lorsqu'il est obligé de partir. Parce que. Vous venez de dire que tous les migrants, la plupart du temps, quand ils bougent, c'est parce qu'ils sont obligés de partir. Oui, ils sont obligés de partir lorsqu'ils ne se sentent pas à l'aise là où ils vivent. Donc, si on ne complète pas cette partie de la phrase, ça ne marchera pas. D'accord. Il faut cette comprendre portion est importante. Oui, c'est important. Parce que nous avons la possibilité tous de partir. Mais nous sentons que le mieux-être, on est mieux que chez soi. Donc, plus on est chez nous, plus on va contribuer au développement local. Même si on s'en allait, c'est toujours mieux de revenir parce que le pays a toujours besoin de ses fils. Il ne sert à rien de se déplacer pour aller développer les milieux des autres. Alors, si on doit mieux cadrer la mobilité au sein du continent, quelle serait votre réponse? Pour ma part, la migration ne devrait même pas être cadrée. Parce que on devrait laisser tout le monde circuler libre, comme il veut, aller et revenir. En fait, mon opinion, c'est que c'est parce qu'on met des barrières que la migration ne va jamais s'arrêter. C'est parce qu'on trouve qu'il faut arrêter les gens que les populations se disent, si je vais de l'autre côté, je n'aurai plus la chance de revenir, donc je vais rester là-bas. Si on ouvrait les barrières, vous allez remarquer que les gens iront et vont revenir sans souci. En plus, à côté de cela, il faut que les dirigeants pensent à améliorer les conditions de vie chez eux. Je parle bien des dirigeants africains et revoir la politique en matière d'emploi parce qu'on a remarqué que c'est beaucoup plus de jeunes qui bougent et c'est généralement parce qu'ils n'ont rien à faire chez eux qu'ils sont obligés de bouger alors qu'ils sont très utiles chez eux. Merci beaucoup Hervé Combieni. Nous rappelons que vous êtes spécialiste des questions de population et dynamiques urbaines. Avec vous, nous avons parlé de la migration africaine, migration et démographie. L'Afrique entre le marteau et l'enclume. Vous avez proposé des solutions justement aux dirigeants africains. C'était un plaisir de vous avoir reçu sur ce plateau. Nous passons à présent à une autre rubrique, l'ESPER. Voilà, vous l'avez compris, l'ESPER du jour. À présent, pratique du judo, ce que gagne le Bénin. Nous recevons pour vous Patrick Vianou. Il est maître judo. Bonsoir, monsieur Patrick Vianou. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Plaisir partagé. Alors, vous exercez en tant que maître judo depuis 30 ans, avec des expériences à l'international et puis aussi ici. Déjà, dites-nous, quel est votre regard sur la pratique du judo ici au Bénin? Ben, mon regard sur la pratique du judo ici au Bénin est fort réjouissante parce que de plus en plus, beaucoup de jeunes s'attellent à ce sport, quitte à se faire connaître, quitte à rechercher un meilleur être et à apporter beaucoup plus d'opportunités sur leur propre performance personnelle. D'accord. Et pourtant, le Bénin n'est toujours pas une nation de judo. Oui, c'est vrai, mais ça y viendra tout doucement.
parce que nous avons quelques jeunes qui sont déjà sortis du Bénin vers l'extérieur et qui sont en pleine formation en Hongrie, plus précisément. Et les statuts qui sont érigés par rapport à leur disposition là-bas nous amènent à comprendre qu'ils évoluent à pas progressif. D'accord. Voilà. Alors dites-nous, que gagne véritablement le Bénin à cette pratique du judo? Bon, ce que gagne le Bénin, c'est que, à l'instar de tous les autres sports, le judo, c'est vrai que c'est un art martial japonais qui est basé sur la self-défense. Et ça a comme éthique un certain code moral qui permet à chaque apprenant de s'y retrouver. Mais ce que le Bénin gagne aussi, c'est l'affichage à l'international pour une meilleure visibilité sur l'échiquier mondial. Mais pour cela, il faudrait peut-être une meilleure organisation de compétition à l'interne. Est-ce qu'on a véritablement des compétitions ici au Bénin, des clubs qui se retrouvent? Oui, c'est vrai. On a besoin, en principe, d'entreprendre beaucoup d'échanges entre les clubs, et ce qui va augmenter une capacité de performance au niveau des athlètes et va redoubler un meilleur ranking au niveau de chaque compétiteur, ce qui permettra au niveau fédéral, au niveau de la fédération, de sélectionner un maximum de jeunes postulants qui pourront préparer la relève de ceux qui sont déjà en avant. Ainsi, on pourra être sûr de préparer une bonne nation de compétition en judo au Bénin. Alors, le judo est quand même apparu ici au Bénin, ça fait déjà des décennies. Et jusque-là, on a du mal à se faire connaître véritablement sur l'échiquier international. Comment est-ce que cela s'explique? Bon, cela s'explique du fait que on n'a pas encore pris en compte certains paramètres qui pourraient permettre à ces jeunes-là de pouvoir mieux se donner à fond. Et concernant cela, il faudrait dire que plus il y aura de compétitions interrégionales, interclubs, en dehors du pays, bien entendu, cela favorisera beaucoup plus d'engouement, et ainsi les médailles pourront fleurir au niveau de la section du judo. D'accord. Est-ce que ce n'est pas parce que pour la plupart des pratiquants de cet art martial, c'est juste secondaire, ils ne font pas véritablement un métier, ils ne décident pas forcément de faire carrière dedans? Oui, c'est vrai que à l'instar du Bénin, d'autres pays en font de ça un métier, et puis ça permet de nourrir son quotidien avec. Alors, au Bénin, ça n'a pas encore démarré de la même manière. Il y a un petit ralentissement par rapport à ça, mais toujours est-il qu'il y a pas mal de jeunes qui cherchent à pouvoir se former et à s'identifier aussi, permettant de ressortir un peu leur caricature sportive pour donner une meilleure image au niveau du sport. D'accord. Ouais. Par contre, ce qu'on a remarqué, et même à travers ces images, je ne sais pas si la réalisatrice peut revenir dessus, on a de plus en plus d'enfants qui commencent très tôt à s'intéresser au judo, les parents qui les inscrivent. Pourquoi ces parents-là optent pour la pratique du judo? Oui, alors je vous remercie. Si aujourd'hui on remarque beaucoup d'enfants qui commencent à s'inscrire au judo, c'est que le judo a comme particularité de régler un certain nombre de situations psychopédagogiques au niveau des enfants. Donc avec des apprenants qui sont qualifiés et qui ont des compétences en formation en pédagogie psychologique. Donc ils arrivent à cadrer un certain nombre d'enfants qui ont soit des problèmes de retard ou de retard personnel, ou bien qui sont agités ou qui sont stressés. Donc la plupart des parents aujourd'hui orientent leurs enfants dans la pratique du judo dans le but de pouvoir les permettre de s'éveiller davantage. D'accord. Voilà, c'est un peu ce que nous constatons. Dites-nous, votre plus jeune élève à vous, il a quel âge?
Notre plus jeune élève actuellement, elle a 5 ans. 5 ans. Oui. Et elle arrive véritablement à apprendre. Elle apprend très bien, et d'autant plus que le sport enfant en judo, c'est un sport ludique et ça se fait dans le jeu. Et à quel moment ça change? À quel moment ça devient Ça plus commence à sérieux? changer lorsque l'enfant rentre dans sa 10e année. Dans sa 10e année, il monte dans la 15e année. Là, ça fait les U10, les U15 et puis les U17 pour rentrer dans la cadre compétitive junior et senior. Mais on voit que même parmi ces enfants, il y a différentes couleurs au niveau de la ceinture. On voit des enfants avec la ceinture blanche, d'autres avec la ceinture jaune. Ça veut dire que déjà à leur niveau, on commence par monter en grade. Bien entendu, en judo, toutes les évolutions progressives se font par Kyo. Donc, ces grades-là, effectivement, sont définis pour déterminer la classe de l'enfant, voilà. Et de la ceinture blanche jusqu'à la ceinture noire, il y a tout un programme de techniques à la fois debout et au sol qu'il faudra qu'il maîtrise. Et ce n'est qu'après évaluation et constat que nous passons l'examen à l'enfant, quitte à lui permettre de passer à une ceinture supérieure. Alors, est-ce qu'il y a un avis extérieur qui s'intéresse à ça, ou c'est seulement le maître judo de l'apprenant qui décide s'il est temps de lui faire changer de grade? Oui, il y a d'abord l'avis interne qui constitue déjà le chronogramme qui a été planifié par le club pour permettre de savoir qu'au bout de 3 mois, voire 6 mois, un élève, un enfant qui vient de commencer, doit pouvoir passer intermédiaire, quitte à le progresser, quitte à lui donner du courage en lui-même, de se sentir en mode progressif. Hein. Alors, au fur et à mesure qu'il évolue, il arrive à comprendre un peu la différence entre là où il était et là où il se trouve actuellement. Et c'est ça qui les motive davantage à mieux aimer le sport. D'accord. Voilà. Alors, le judo n'est pas la seule discipline, hein, en tout cas le seul art martial qui est pratiqué ici, et pourtant c'est le judo qui a le plus le vent en poupe. Pourquoi est-ce que beaucoup préfèrent plutôt le judo que les autres arts martiaux? Oui, c'est vrai que le judo a une particularité bien précise parce que c'est le seul sport qui apprend pratiquement à se protéger lors des accidents. À se protéger lors des accidents. Se protéger lors des accidents. Voilà. Parce que lorsqu'on tombe souvent d'un accident, lors d'un accident en moto ou pédestre, voilà, on peut arriver à se faire mal, à se casser la colonne cervicale, à se casser un membre, hein, à se casser une cheville. Donc, à travers ce sport, beaucoup de jeunes qui commencent très tôt, ou des personnes âgées qui peuvent aussi le faire, bien entendu, parce que ce n'est pas interdit pour certains âges. Donc, ils apprennent aussi. On viendra sur les personnes âgées. Voilà, ils apprennent déjà les éléments basiques qui les forment, quitte à savoir comment il faut se protéger lorsque je fais une chute. Ils savent tomber. On les apprend à tomber. Alors, à l'instar des autres arts martiaux, c'est le seul sport qui apprend à faire tomber et à maîtriser sa chute lorsque on se retrouve face à une difficulté. D'accord. Alors, vous en parlez tantôt. À quel âge véritablement il faut s'initier au judo? Déjà, au-delà de 5 ans, c'est déjà bien. Parce que là, l'enfant, on considère qu'il a l'esprit d'écoute. Il comprend, il échange. Et nous, maintenant, en tant que professeurs, nous étudions l'enfant, nous analysons son comportement. Nous évoluons progressivement par rapport à sa compétence et ses facultés à évoluer. Et à partir de cet âge-là, on a la possibilité de le voir grandir. Jusqu'à quel âge? Jusqu'à plus de 50 ans. Des personnes de 50 ans peuvent aussi continuent toujours de travailler en judo. Mais est-ce que c'est de la même façon que vous leur enseignez, que vous enseignez à l'enfant? Non, pas du tout. D'autant plus que... Parce qu'ils ne peuvent quand même pas tomber comme un enfant. Bien entendu. Ils ne tomberont pas comme les enfants, mais ils auront la formation basique qui va leur permettre de pouvoir savoir comment il faut se préparer lors d'une chute éventuelle. Par contre, avec les enfants, c'est dans le jeu qu'on les apprend beaucoup de choses. On utilise un peu le système européen, hein, quitte à associer la technique franco-japonaise. Donc,
ce qui donne aux enfants la facilité de vite comprendre les cours dans le jeu. Justement, aujourd'hui, le judo n'est plus seulement cet art japonais. Il y a eu plusieurs pays qui ont essayé de mettre leur empreinte sur cet art martial. Est-ce qu'il ne serait pas temps qu'on ait un judo à l'africain? Un judo à l'africain, Madame Bello, c'est pas évident parce que... Mais c'est vrai, avant on avait nos luttes, on avait nos façons de lutter. Oui, nous avons les luttes gréco-romaines. Introduire quelques jeux ou quelques gestes? Non, c'est vrai que le judo étant un vieil art martial, a commencé depuis l'ère romaine. Oui. Alors donc, ça a immigré de très loin et ça a progressé tout doucement vers la canalisation des pays européens qui en ont fait de ça un sport olympique. Alors. Donc, c'est-à-dire que de tous les arts martiaux qui sont utilisés, on remarquera toujours quelques techniques de judo qui reviennent toujours là-dedans. Donc, ça veut dire que le judo devient l'âme basique de tous les sports martiaux. Merci beaucoup, Patrick Vianou. Nous rappelons que vous êtes maître judo depuis une trentaine d'années. C'était un plaisir de parler de ce sport-là avec vous. On aura peut-être l'occasion de vous réavoir une autre fois sur ce plateau. C'est un plaisir partagé. Merci. À présent, nous cédons place à Natura et Bien-être. Nature et bien-être, Rosda Nondé nous revient toujours aussi rayonnante et aussi heureuse que d'habitude, mais avec elle on va parler des accidents vasculaires cérébraux. De quoi il s'agit véritablement, ce sera après ceci. AVC. 3 lettres qui à la prononciation semblent ne rien signifier, mais en réalité, AVC constitue une maladie grave qui fait 30 victimes toutes les 60 secondes et tue 6,2 millions de personnes chaque année, selon les statistiques publiées en 2008 par l'Organisation mondiale de la santé. L'acronyme AVC signifie pour le A accident, le V vasculaire, le C cérébral. L'accident vasculaire cérébral peut se définir comme une atteinte grave du cerveau, occasionnée soit par l'occlusion brutale d'un vaisseau, dans ce cas on parlera d'accident vasculaire ischémique, ou soit liée à une rupture d'un vaisseau. Et là, on va parler d'accident vasculaire hémorragique. Ainsi, un monsieur ou une dame victime d'un AVC en constitution peut soudainement se retrouver incapable d'utiliser un de ses membres. Il peut subitement se plaindre de ce qu'il ne voit plus d'un œil. Son langage peut devenir brouillé. Il peut dire « j'ai perdu la sensation au niveau d'un segment de membre ». Le coût d'un accident vasculaire cérébral est énorme, aussi énorme que l'idéal serait de le prévenir. Il faut identifier l'hypertension artérielle, il faut dépister et il faut contrôler. À l'horizon 2025, il y aura plus d'1 milliard d'hypertendus dans le monde, donc le travail à battre est colossal. L'AVC tue. Il tue chaque année plus que le sida, la tuberculose et le paludisme réunis. Voilà, mesdames et messieurs, vous le savez, c'est l'heure de Nature et Bien-être. Et comme je vous l'ai annoncé, Heureuse Danondé et son invité sont déjà avec nous. Heureuse Danondé, bonsoir. Bonsoir, Agnès Bello. C'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Un plaisir partagé. Alors, votre invité, c'est le docteur Barnabé Salanon. Bonsoir, docteur. Bonsoir, madame. Nous rappelons que vous êtes cardiologue. Et c'est avec vous que nous allons parler des accidents vasculaires cérébraux. La journée mondiale, c'était hier, mais on y revient aujourd'hui. Aujourd'hui, effectivement, parce que bon, à travers le reportage, on a pu avoir le docteur qui nous donnait quelques précisions. Plus de détails sur ce plateau avec lui, d'autant plus que le mal ne fait que sévir encore
dans notre pays surtout, n'est-ce pas, docteur? La situation au Bénin, lorsqu'on parle d'AVC? Oui, c'est une situation dramatique qui ne s'améliore pas. Qui ne s'améliore pas. Qui ne s'améliore pas parce que l'hypertension artérielle, qui est le principal facteur de risque de ce désastre, n'est pas contrôlé. Et donc, tant que ce ne serait pas contrôlé, il serait illusoire de penser que ces complications vont s'amenuiser. C'est extrêmement important. Et ce, d'autant que nous sommes dans un pays dont les ressources ne sont pas très importantes pour l'instant. Et qu'il faut préserver la population car elle est très jeune. Il faut la préserver d'autant plus que c'est elle qui produit la richesse. Et si on ne le fait pas, je ne sais pas quelle option il nous reste, n'est-ce pas, Avant peut-être d'en arriver aux politiques, est-ce qu'aujourd'hui le mal peut se faire remarquer peut-être quelques heures ou quelques jours plus tôt, parce qu'on lit sur les réseaux sociaux, on dit ben les AVC, ça signale toujours. Mais on est toujours surpris d'en faire. Non, il ne faut pas dire que l'AVC est prévisible. Non. L'AVC apparaît soudainement, brutalement. Mais chez certaines personnes, il peut y avoir des alertes. D'accord. Lorsque nous sommes en train d'échanger, par exemple, vous constatez que, bon, vous me posez une question très simple et que je commence par bégayer ou par dire des choses inintelligibles. Ce qui n'est pas de votre nature. Alors là, si vous faites extrêmement attention, vous aurez compris que quelque chose ne va pas. Et quand vous constatez, et en principe dans les pays bien structurés, il y a un numéro que l'on appelle. Bon, ici, je ne sais pas lequel, si c'est la police qu'il faut appeler, je ne sais pas trop. C'est le SAMU c'est votre médecin de tutelle, le médecin avec lequel vous travaillez. Si vous avez un médecin de famille, c'est bon. Ce qui n'est pas courant au Bénin. Le temps, c'est du cerveau. Le temps, c'est du cerveau. Le temps, c'est du cerveau. Plus tôt on identifie ce qui se passe, c'est-à-dire plus tôt on sait que c'est un AVC qui est en constitution, et plus tôt le malade est pris en charge, plus il a des chances de s'en tirer sans séquelles. Donc on peut en guérir sans séquelles. Sans séquelles. Mais nous avons 2h30 entre l'identification d'un signe avant-coureur et l'entrée au bloc, n'est-ce pas, du malade pour que l'on... 2 heures. Nous avons 2h30. 2h30, c'est beaucoup. C'est beaucoup. 2h30, c'est beaucoup si le patient est peut-être entouré. Entouré. Mais non, ça, ce que je dis, je le dis exprès pour planter le décor. 2h30 ou à 3 heures, c'est beaucoup. Lorsque le circuit de soins est bien structuré et bien mis en place. Aujourd'hui, on ne peut pas espérer prendre en charge efficacement un accident vasculaire cérébral en constitution sans imaginer ce que l'on appelle les unités neurovasculaires. C'est-à-dire ? C'est des services mis en place, bien équipés, avec des neurologues spécialisés, n'est-ce pas, dans la prise en charge de l'AVC, avec des cardiologues attachés. Et donc, il y a toute une équipe qui est mise en place avec des paramédicaux tout aussi au fait donc, de là. Et dès qu'il y a une suspicion, on actionne, n'est-ce pas, sur la chaîne. Alors c'est ça, vous mettez dans le circuit de prise en charge?
Ou ça n'en fait pas partie? Ça fait partie du circuit de prise en charge. D'accord. Mais pourquoi ce circuit n'existe pas, il n'est pas très fonctionnel ici? Il n'existe pas ici parce que nous n'avons pas d'unité neurovasculaire. Et aujourd'hui, donc, on ne peut pas... Qu'est-ce qui nous empêche d'en avoir? Rien du tout. J'espère que... Une volonté politique? Rien du tout. J'espère que, bon, il faut y penser et il faut en faire un souci, il faut en faire une priorité. J'espère que les réformes... C'est d'abord les acteurs que vous êtes qui, en fait, peut-être la demandent ou qui commencent par en parler, quitte à ce que d'autres corps puissent vous suivre. Nous n'avons même pas un service de neurologie en bonne et due forme. C'est d'abord là, ça et ce n'est pas parce que... On va inviter le professeur Winantor sur ce plateau pour avoir son avis sur le sujet. Invitez-le. Parce que le thème de cette année, c'est pour vite prendre en charge le cerveau. Exactement. En quelque sorte. Oui, exactement. Est-ce que c'est parce qu'eux, ils n'ont pas montré la pertinence, l'importance d'avoir un service de neurologie bien structuré dans un hôpital qui plus est universitaire? Oui. Et oui. Notre hôpital de référence. Le coût aussi, hein. N'oublions pas cet aspect du coût, parce que vous avez dit que normalement en 2h30, il faudrait qu'on puisse commencer par prendre en charge quelqu'un qui a souffert de l'AVC, mais si ça se qui passe a pas souffert, mais qui a les symptômes, qui sent déjà. Qui est en train de faire. Mais justement, c'est aussi une affaire de moyens, il faut le déplacer, il faut payer les premiers frais. Je vous ai parlé de circuit de soins, donc c'est un circuit qui doit être structuré. Là, on peut dire aujourd'hui, docteur, que les moyens, je dirais, humains, le personnel existe. Ah oui, quand même. Si on va mettre une unité du genre en place, le personnel existe. Nous avons au bas mot, oui, 4 mètres de conférence en neurologie aujourd'hui. Et puis, bon, qui sont là, qui sont faites de leur art. Donc, oui. Et que dire aujourd'hui? Nous sommes, vous l'avez dit tantôt, c'est les réformes, nous sommes en plein dedans. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui faire? D'autant plus que les AVC, ça ne sévit pas uniquement dans le rang des personnes âgées, les jeunes, mais encore les nourrissons également, les enfants en font les frais. Oui, tout à fait. C'est vrai que... Heureuse Anandé, si vous permettez, l'heure du journal est sacré, il est l'heure. Vous attendez, vous restez avec nous. Nous allons suivre ensemble le journal d'Amandine Agnambossou. Amandine Agnambossou est déjà là et nous lui laissons le plateau pour le journal, le 1945. À côté du géant de l'Afrique, des Béninois innovent, entreprennent. BBV4 Inchiapani, Foua. Rendez-vous avec ces héros qui inventent l'Afrique de demain sur Bénin Business 24.
Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal Le Sommaire. Le brevet, un outil indispensable pour sécuriser son invention, les secrets pour l'obtenir dans ce journal. La lagune de Cotonou souffre, elle végète depuis des années dans une salubrité qui préoccupe plus d'un. Apollinaire Aïvodit, il a sonné d'alarme. Il a réalisé un documentaire sur le sujet. Éradiquer complètement la poliomyélite du Bénin, des ONG en font leur cheval de bataille. Elles ont organisé une séance de sensibilisation sur cette maladie. Inventer, c'est bien, mais pouvoir sécuriser son innovation serait l'idéal. La sécurisation passe par l'obtention du brevet qui est une reconnaissance de son œuvre. Quel est le processus pour obtenir ce sésame qui, aux yeux des inventeurs, paraît périlleux? Quelques-uns d'entre eux qui ont apporté le chemin livrent le secret dans ce reportage signé Alexis Segbemon et Sylvania Tchanou. Ils sont pour la plupart jeunes, 40 ans en moyenne, ayant décidé de se lancer dans l'invention. Les parcours de ces créateurs sont variés, mais se ressemblent. En 1976, dans la tisane que nos parents nous donnaient, il y a des plantes dedans. Et moi, j'ai dit, il faut que je vois chaque plante qui est dans la tisane de mon papa là, laquelle a un effet sur le paludisme. Donc, tisane, décoction simple, et consommation pour voir les paramètres d'appréciation du traitement du paludisme, comment ça se passe. Et c'est comme ça que j'ai remarqué que je suis en face d'une réalité qui est inconnue encore. D'où l'idée est partie. Je suis revenu d'une vacance quand ma maman me faisait moi-même préférer le foufou. Et je vais vous dire quelque chose aujourd'hui qui va peut-être vous surprendre. Je suis issu d'une famille de 22 enfants. Alors, quand une femme est de semaine, si elle doit faire le foufou à toute la famille, imaginez. Donc, on était en train de piler, pendant ce temps, elle avait pris un morceau, elle a coupé la moitié dans la bouche et le reste dans sa main, et elle pétrissait sans le savoir dans la main pendant qu'on pilait le foufou. Quand j'ai regardé ça dans sa main, j'ai vu que ça devient collant. Au retour, j'ai rapporté une machine qui malaxait les tubercules au lieu d'être pilés comme au départ. Et le résultat a été foudroyant. Le résultat qui s'obtenait pendant 1 heure s'obtenait pratiquement pendant 5 minutes. Alors c'est comme ça que j'ai pu découvrir le procédé d'obtention du foufou malaxé. Sur ce procédé, j'ai dû construire maintenant la machine, d'où la naissance de la machine à foufou en 1996. J'étais très jeune. Commence alors un difficile parcours d'obstacles. Où trouver de l'argent pour financer ses locaux, sa recherche et même ses premiers investissements. Et quand on résout le problème financier, la technique n'est pas là. Il manquait des ingénieurs de conception, ceux-là qu'on appelle les industrial designers, maîtrisant la matière et la technicité de pouvoir produire. Même s'il prend parfois du temps et de l'argent, les brevets apportent une valeur intrinsèque à l'entreprise. La preuve, le Misob, créateur et inventeur du foufoumis, a reçu son brevet 15 ans après son invention. Si vous avez une marque de produit ou de service qui est, disons, publiée en noir et blanc, ça va vous coûter à peu près 450 000 francs CFA pour une période de 10 ans. D'abord, ça veut dire que le coût annuel de la marque est à peu près de 45 000 francs. Mais si vous divisez les 45 000 francs par 17 pays, vous voyez le chiffre que ça fait. Donc vous avez une protection annuelle de pratiquement moins de 5 000 francs CFA pour ce que ça vous apporte comme ressources à votre entreprise. Les bons conseils existent, mais rares sont les candidats à la création d'entreprises qui avaient imaginé le nombre d'embûches à éviter. Une consolation néanmoins, ils ne regrettent pas l'aventure.
La préservation de l'environnement reste un défi à relever par tous. L'insalubrité et l'occupation anarchique de la berge lagunaire est un véritable problème qui mérite qu'on s'y attarde. Au Cotonou, la lagune agressée, c'est le titre d'un documentaire réalisé par Apollinaire Aïvodji. Il fait un zoom sur la souffrance de la lagune de Cotonou. Le réalisateur de ce film documentaire en parle au micro de Ghislain Ronkbonou et Marianne Bossamede. La lagune agressée parle de l'installation anarchique des populations. Deuxièmement, soulève des problèmes, les maladies hydriques, le paludisme et la transformation des dépotoirs sauvages, la construction des latrines sur l'eau, la disparition des espèces de poissons. Il y a la pollution chimique, les produits chimiques, les batteries de voitures qui sont jetées dans la lagune, ce qui provoque de graves situations pour la santé des populations. Les structures de collecte d'ordures et ces structures de collecte d'ordures qui viennent vendre les ordures. La charrette est à 500 francs, vous imaginez, et les gens vont s'acheter une parcelle sur l'eau à 5000 francs et ils utilisent ces ordures-là pour emblayer. D'abord, il y a la Sojima qui est responsable des deux marchés, Bogbanou et Dantopa. Quelque chose doit être fait au niveau de la Sojima parce que les déchets qui sont produits, les ordures qui sont produits au niveau des deux marchés, lorsque vous allez là-bas, les bonnes dames qui balaient pour le marché, nuitamment, vont déverser ces ordures dans la lagune. J'aimerais attirer l'attention des autorités pour que quelque chose soit fait, pour que les populations elles-mêmes prennent conscience de la dégradation de l'environnement. Le Bénin en route pour l'éradication de la poliomyélite, la sensibilisation, l'arme pour atteindre cet objectif. L'Association pour la promotion et l'épanouissement des personnes handicapées du Bénin, ensemble avec les clubs Rotarat et Interrat de Cotonou Lagune, ont lancé la campagne dénommée Andy Day and Polio. Enoch Rompati et Amitié Sagwidi pour plus de détails. Être handicapé n'est pas une fatalité, a dit la regrettée artiste béninoise Zoulé Sangaré. Ce message d'encouragement et de motivation trouve tout son sens à travers cette rencontre placée sous le thème inclusion sociale et professionnelle des personnes handicapées. Au Bénin, les enfants handicapés qui ne fréquentent pas l'école, c'est un taux de 98%. 30% des enfants de rue sont des enfants handicapés et le taux d'alphabétisation des adultes handicapés ne dépasse pas 3%. Donc pour ce qui est de ceux qui ne travaillent pas, nous n'avons pas réellement une estimation, mais c'est non moins négligeable. Handicapés moteurs, ces personnes sont victimes de la poliomyélite. Cette maladie très contagieuse est provoquée par un virus appelé poliovirus. Elle touche les enfants et particulièrement les moins de 5 ans. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 1 milliard de personnes vivent un handicap sous une forme ou une autre, soit environ 15% de la population mondiale. En 2017, on était à 37 cas détectés. Aujourd'hui, en 2018, on est jusque-là à 15 cas seulement détectés dans le monde entier. Ça veut dire que depuis 1988 jusqu'à aujourd'hui, on est passé de tous ces cas à 37 cas en 2017, 15 cas en 2018. On a pu éradiquer la maladie de plus de 99%, ce qui fait un travail formidable qui est en train d'être fait. Mais ce travail, pour continuer, il faut que les personnes continuent de soutenir l'achat des vaccins. Au Bénin, le 3e recensement général de la population et de l'habitation de 2002 a dénombré 172 870 personnes handicapées, soit un taux de 2,55% de la population mondiale.
Les conséquences de cette maladie sont en général la paralysie irréversible des jambes. Souvent marginalisés dans la société, ils veulent désormais s'insérer dans le tissu économique à travers ces différentes productions. Comme quoi, on peut être handicapé et participer pleinement à l'économie nationale. Hors du Bénin, le Cameroun a lancé hier un emprunt obligataire de 150 milliards de francs CFA et déjà près de 122 milliards de francs CFA sont mobilisés par 9 institutions bancaires sur les 150 milliards de francs CFA. Selon les services compétents du ministère des Finances, il reste à mobiliser 28,5 milliards pour cet emprunt dont la date de souscription du 29 octobre 2018 au 9 novembre 2018 va s'effectuer à la Bourse nationale des valeurs mobilières. Ce nouvel emprunt est destiné à financer une quarantaine de projets à travers le pays et va permettre notamment d'assurer le financement des infrastructures sportives dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2019 qu'abritera le Cameroun. Le Tchad va bénéficier d'un soutien de 62 milliards de francs CFA de la Banque mondiale pour financer des projets de développement. Ce financement est un souffle pour le gouvernement. Ça va lui permettre de renforcer la résilience économique et d'amorcer sa relance. Il devrait également permettre d'appuyer le projet d'aide aux réfugiés et aux communautés d'accueil. La nouvelle opération de financement avait été approuvée par le conseil d'administration de la Banque mondiale le 12 septembre dernier. Mesdames, Messieurs, ainsi se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Amandine Agnambossou, merci à vous. C'était très intéressant de vous avoir au journal. On espère vous retrouver encore demain pour d'autres informations. D'ici là, le plateau du Grand Rendez-vous se poursuit avec Heureuse Danondé et son invité. Heureuse Danondé, on parlait des AVC, personne n'est à l'abri. Tout à fait, personne n'est à l'abri. Des propos de l'invité, Dr Nabé Salanon, on retient qu'on peut en guérir sans séquelles quand on s'y prend tôt, quand on arrive à vite reconnaître les premiers signes. Mais malheureusement, nous n'avons pas besoin d'une unité neurovasculaire. Voilà, qui pourrait facilement permettre la prise en charge rapide. De prise en charge. Voilà, rapide. Oui, mais l'espoir est permis. D'autant plus qu'on a le personnel qualifié. Non seulement ça, mais bon, les gouvernants actuels prévoient l'implantation d'un centre hospitalier universitaire de référence, de très grande référence, où des professionnels rompus à la tâche aussi bien nationaux qu'étrangers, viendront donc officier pour essayer de venir au secours de ces patients en détresse. Donc, grâce à lorsque ce centre universitaire de référence, de grande référence, comme vous le dites, sera installé, on aura une unité de prise en charge des AVC au complet. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais j'imagine très, très difficilement un tel centre sans un service de neurologie bien structuré, avec à la clé une unité neurovasculaire. Mais parlons rapidement, si vous permettez, le temps qui nous était parti en train de s'achever, j'aimerais qu'on puisse parler de l'AVC chez le nourrisson. Voilà, c'était ma question d'ailleurs. On n'en parle pas souvent, là. Jusque-là, on a pris le temps de parler des adultes, mais les bébés, moins d'un mois, 2 semaines, enfants qui font des AVC, comment est-ce qu'on les identifie? Et si on ne peut pas prendre déjà en charge l'adulte, comment est-ce qu'on prend en charge le réservé aux enfants? C'est vrai que ça pose un problème particulièrement stressant, aussi bien pour les professionnels de la santé que pour les parents. Parce que si à partir de 55 ans, on sait que la prévalence des accidents vasculaires cérébraux double, n'est-ce pas, tous les ans. Donc, il est tout aussi établi que chez l'enfant, chez le nourrisson, que ce n'est pas une maladie absente. Les accidents vasculaires cérébraux existent bel et bien chez les nourrissons et chez les enfants. Qu'est-ce qui peut en être la base? Eh bien, remarquez que les 1000 premiers jours de
de la naissance sont extrêmement importants dans le devenir de l'enfant. C'est pourquoi aujourd'hui, de plus en plus, on insiste là-dessus. Et il faut savoir que les enfants qui naissent avec un poids de naissance inférieur à 2,5 kg sont en risque. Ah, d'accord. Inférieur à 2,5 kg. 2,5 kg. Ah bon. Faible poids de naissance, c'est les enfants à risque. Est-ce les seuls facteurs de risque? Bon, parmi tant d'autres. Il y a également les malformations congénitales, les anomalies vasculaires, les anomalies hématologiques et également les anomalies structurelles des vaisseaux eux-mêmes. Merci, merci docteur Barnabé Salanon. Nous rappelons que vous êtes cardiologue. On espère qu'avec Heureuse Danandé, on vous recevra encore sur ce plateau pour nous parler précisément de la prise en charge du nourrisson. Si nous n'avons pas des unités neurologiques, on se demande comment cela va se faire. On aura des propositions de solutions de la part de monsieur Barnabé Salanon. C'était un plaisir. Et ainsi s'achèvent les différents plateaux du grand rendez-vous. À présent, nous allons faire le tour sur la toile pour découvrir la revue de l'actualité web. Le chef de l'État, Patrice Talon, est depuis hier à Berlin en Allemagne. Il a répondu présent à l'invitation de la chancelière allemande Angela Merkel. Le président de la République va participer ce jour à la cérémonie d'ouverture de la conférence économique du G20 Afrique. Cette assise sera axée sur l'accroissement des investissements en Afrique, le développement des infrastructures, la création d'emplois et la gestion des questions liées aux flux migratoires. C'est l'occasion pour la chancelière allemande de faire le point de la coopération G20 avec les pays africains. 12 chefs d'État de la sous-région sont attendus à cette conférence. Le président Recep Tayyip Erdogan a inauguré ce lundi le 3e aéroport d'Istanbul. Cette infrastructure s'étend sur 76 km² et coûte près de 8,9 milliards d'euros. Ce joyau sera capable d'ici 10 ans d'accueillir 200 millions de passagers par an. Il présente un visage futuriste avec de nombreuses ouvertures vitrées, des lignes courbes et des équipements dernier cri. L'aéroport va devenir le plus grand aéroport du monde. Il pourrait détrôner l'aéroport américain d'Atlanta qui accueille 103,9 millions de passagers et dessert 300 destinations internationales. Au Maroc, le fabricant automobile français Renault envisage d'accroître sa production annuelle à 500 000 véhicules. L'annonce a été faite le vendredi dernier par Carlos Ghosn, président et directeur général de la société. Pendant les 9 premiers mois de l'année, l'usine a connu une hausse des ventes de véhicules Dacia. En présence à cette forte croissance, l'entreprise veut doubler la capacité de son usine de Casablanca. D'ici 2022, la production, qui est de 80 000 véhicules, va passer du simple au double. Ce nouvel investissement va permettre de créer de nouveaux emplois. Ceci participe à l'ambition du gouvernement de faire du Maroc l'un des principaux hubs automobiles du continent. Et puis, après 2 mois de procès, la décision de la cour d'assises londonienne est tombée ce lundi. Elle a condamné l'ex-directeur de Afren et son directeur des opérations. Ils vont écoper respectivement d'une peine de 6 et 5 ans de prison. Tous deux ont été reconnus coupables de blanchiment d'argent et d'abus de pouvoir lorsqu'ils étaient cadres dirigeants de la société pétrolière. Les résultats d'une enquête interne ont démontré que les accusés
ont profité de leur position pour percevoir des paiements indus. Ils ne pourront plus diriger aucune entreprise au Royaume-Uni pendant 14 ans. Fin de l'actualité sur la toile. À très bientôt. Voilà, merci à vous, Fulgencia Routondi. On vous retrouve probablement demain encore pour la revue de l'actualité web, le rappel de la météo. Voilà, terminus, tout le monde descend. Le grand rendez-vous de ce soir s'achève donc ainsi. Le rappel de la situation, de la citation du soir. À présent, pour être heureux, il faut savoir goûter les bonheurs les plus simples. Pour être heureux, il faut savoir goûter les bonheurs les plus simples. C'est une citation de Robert Mallet. Merci à Yasmine Damanta de nous l'avoir proposée. Bonsoir chez vous, mesdames et messieurs.